Fusée, fracas fréole, fanfare poussée à fond, cuivre suraigu. Comme si ma petite présentation de la horde n'était qu'un pur préalable, le signal loufoque que le barouf peut maintenant battre son plein. Les vélivoles! Rien n'a changé depuis le temps, la même soif, le même goût échevelé des ascendances, à sortir les ailes et les écoufles, à gonfler les gonfalons, à jeter des bouts à tout crin, n'importe où dans la nuque. Pas un pour rester calmement sur le pont où circule l'élégance bleue des femmes, lesquelles sont trop heureuses de trouver enfin, grâce à nous, ravis de l'aubaine, des hommes qui les écoutent et partagent leurs rires. Un vrai foutoir d'ailes qui planent autour du perroquet de fougue. Bouteilles lancées en vol, ou gourdes passées de main en main, comme on jette un ballon. Youp! Ça s'accroche au verre, ça grimpe au madouzen, ça se jette, ça vomit dans le ciel. Mais à qui mettra le plus haut? À qui coupera la corde de l'autre pour le virer à Val? Vas-y! Et que je te ramène des touffes d'asphodèle arrachées à la fête pour une femme qui rougit. Que je traverse de l'eau ou du vin sur les têtes en braillant. Rien n'a changé. La séduction est dévolue au pont. Elle le sera au feu central dans la prairie tout à l'heure. Ceux qui jouent sont les plus timides, de jeunes bouts de feu que leurs fibres soulèvent, mais qui n'osent sur le pont affronter cette joute autrement délicate de l'amour aussi. Alors, ils s'envolent, fanfaronnent, restent entre eux, prompts à mater, à déstabiliser les séducteurs aguerris qui demeurent, eux, les pieds stratégiquement rivés au plancher du navire. En bien des sens, la fête fréole a toujours été verticale et céleste, n'ayant pas, comme chez les abrités, cette structure plate, centrée sur un pôle autour duquel spiralent les désirs. Quel accueil! Quel accueil nous ont réservé ces fréoles! Pas même réservé, puisqu'ils n'y s'y attendaient pas, plus que nous, à nous croiser en pleine steppe. Accueil spontané, naturel pour eux. Il faudra que nous nous concertions avec Sauve et Golgoth pour réfléchir à la meilleure façon de les remercier. Question de principe et d'honneur. Sauve est méconnaissable depuis tout à l'heure. Je l'ai rarement vu comme ça. Il est ébloui par sa rencontre avec une danseuse, une certaine Nouchka. Une fille un peu légère mais sans travers, d'après le contre-amiral. Que j'ai questionné. Alm et Aoi se moquent gentiment de lui, sans toutefois aller jusqu'à le déranger. Pointe de jalousie? Elles sont également très courtisées ce soir. Orochi de même, qui attire plutôt les hauts grades. Cette fête nous fait un bien immense. Troubou par-ci, Troubou par-là, tous les souvenirs qui tintent dans la cloche de ce nom. Troubou le troubadour, il m'alpague comme il le faisait alors. Ma réputation est restée intacte, zénitale, renforcée même par l'absence et les légendes alimentées. Tant de gens me parlent qui m'ont trop bien connu il y a 6 ans, hier soir, qui me semblent encore si intimes. Waouh! Pourtant, cependant, nonobstant, toutefois, néanmoins, je sais que je ne suis plus, ne serai jamais plus dès lors. Un verre que je peux situer nous sépare sans qu'ils le sachent. Je deviens un vrai nomade. Eux sont demeurés des parcoureurs. Donc si je vous comprends bien, nous avons près de 4 ans de compte jusqu'à l'entrée du défilé de Northcal. D'après les calculs du timonier de votre prince de la Roca, oui. Golgoth remue la tête. Je souris qui m'appelle prince. Personne ne dit plus ça dans la horde. Nous sommes tous rassemblés sur le pont arrière avec les 2 capitaines, les barreurs et les cartographes. La tension est maximale, même si certains ont mal à la tête et n'ont pas assez dormi. Le vaisseau tangue un peu. Nous n'avons pas l'habitude. Le plancher de bois où nous sommes assis est réellement superbe. Le soleil est déjà haut. Il avive l'orange des voiles ferlées aux mains. Comment se présente le défilé? Vous dites qu'il est trop étroit par endroits pour le physalis, que vous avez dû renoncer.
Mais vous pouviez utiliser une chaloupe, non? Nous l'avons fait, naturellement. Nous sommes remontés jusqu'à la moitié du défilé, pas pour ce que nous avons pu estimer. La coque était couverte de neige et de glace. Les hélices tournaient difficilement avec le froid. Le défilé fait à cet endroit une sorte de coude, et dès que vous le passez, le blizzard devient d'une férocité inouïe. Il souffle presque verticalement et la pente s'accentue dangereusement. Elle est surtout complètement lisse et verglacée. La neige y est poncée comme ce parquet. Nous avons fait l'erreur de vouloir continuer à tout prix. Une rafale a plaqué la chaloupe au sol et les crampons de retenue sous la coque ont craqué avec le gel. L'équipage n'a rien pu faire. La chaloupe a décroché à val, glissant comme un verre sur une table de marbre. Elle s'est écrasée au coude sur les parois du défilé. Aucun matelot n'a survécu. L'angoisse est perceptible sur nos visages, mêlée à une forme assez peu glorieuse de satisfaction. Celle de se dire que la technologie fréole, aussi brillante soit-elle, peut aussi échouer. Est-ce que vous pensez qu'à pied, le contre est possible ? Nous nous le sommes demandé. Une horde bien compacte peut vraisemblablement atteindre le coude. Ensuite, très franchement, je ne vois aucun être humain, même entraîné comme vous l'êtes, pouvoir escalader cette pente de glace sous un vent aussi véloce. Golgoth a frémi, touché au ventre, comme si, personnellement, on venait de le mettre en question. Comment vous pouvez dire ça? Vous nous avez jamais vus contrer. Nous tenons debout sous Blast. On doit pouvoir passer. Je vous rappelle que votre père lui-même, le 8e Golgoth, dont vous connaissiez mieux que moi la réputation, n'a jamais pu dépasser le coude. Il y a perdu la moitié de sa horde sur une seule rafale. Mon père est mon père. Je suis le 9e Golgoth. Chaque génération est plus forte que la précédente. Je dispose d'une meilleure horde, avec un fer qui ne sait pas ce que dépaler veut dire. Nous passerons, quoi que vous dites. Vous n'êtes que des zéologues. Vous savez que dalle du vrai combat qui se fait à la vertèbre. Je ne doute pas de vos capacités qui sont fameuses. J'essaye simplement de vous mettre en garde, comme le feront certainement vos propres parents. Avec nos anémomètres, nous avons mesuré la vitesse du blizzard au coude. Il nous est même techniquement possible, en activant nos éoliennes de captage, de reproduire sur nos hélices la même vitesse. Vous aurez ainsi, si ça vous intéresse, une sorte de simulation de ce qui vous attend dans le défilé. Si ça vous amuse, je demande à mon équipage de placer les éoliennes. Ils hisseront en même temps les voiles pour équilibrer la propulsion et maintenir le vaisseau en place, pendant que les hélices tourneront à l'arrière. Vous vous placez au niveau du sol, derrière la poupe, et nous verrons bien si vous tenez sous pareil vent. Il a soumis l'idée sans malice, moins pour nous tester que pour mettre fin à une discorde, par l'épreuve des faits. Golgoth nous toise rapidement. Sans l'avouer, nous craignons l'humiliation, mais sommes trop avides, en même temps, d'en avoir le cœur net et de pouvoir leur rabattre le caquet. Après tout, seul un furvent nous décolle du sol. Faites donc placer vos éoliennes. Nous allons vous montrer ce qu'est la horde. Avec plaisir. Aussitôt gueulé, aussitôt fait. Nous descendons par la passerelle et allons nous placer derrière le navire dans la steppe, face à la quille de bois. Trois énormes hélices de 3 mètres de diamètre sont enfoncées dans 3 sous circulaires découpés à même la coque à 1 mètre au-dessus du niveau du sol. Une hauteur idéale pour la simulation. Nous enfilons nos casques et nos protections. Nous fixons les crampons de 25 sous les regards intrigués des fréoles, dont la plupart nous observent du pont arrière, penchés à la ramborne, 10 mètres au-dessus de nos têtes. À l'ombre du navire, la fraîcheur commence à tomber sur les épaules et l'herbe s'humidifie. C'est Pietro qui commence à nous mobiliser.
Bon. Il s'agit plus de faire les fanfarons maintenant. Nous allons contrer comme pour un début de furvent. Encore cassé, latéral, calé sur la jambe aval. Très ramassé, tête, coude, genou, aligné. Vous avez percuté la règle? Ils balancent d'abord leur première hélice. Elle correspond en gros au débouché du défilé. Normalement, pas de casse chez nous. Ça nous sert à blinder les appuis. Ensuite, au coup de trompe, ils balancent la seconde hélice. Là, va falloir boiter le fer de taquet, ça. Losange en pique. Épaule montrée dans la ménace. Derrière le pack, vous étayez le mec qui vous abrite. Comme si vous étiez une putain de poutre. On risque de gicler à tout moment. Vous brinque-ballerez moins, mais vous allez encaisser le passif. Vous êtes le seul. Jamais. Se vous chier et le faire chier, pas de miracle. Je veux pas sentir dans mon cul le moins de trou de paix. Claire! Au deuxième coup de trompe, la troisième hélice décolle. C'est là qu'ils nous attendent, les frelons. Nous, dans le fer, on va plier en deux. Nuque cassée, le groin dans les godasses, à se goinfrer de la force de plaquage. Ça va nous clouter les appuis. Faudra que derrière, vous nous foutiez la tronche dans le cul, illico, qu'on soit plus qu'un parpaing de chair, un roc d'os. On a 3 minutes à tenir. C'est longuet. Ça suppose que vous ayez pas envie de pisser. Vous êtes plus de la bestiace. Vous êtes de la pierre. Vous respirez plus. Vous souffrez plus. Vous tenez jusqu'à ce que la trompe gueule que la horde a des couilles. En place! En place! De proche en proche, j'ai entendu les cris des matelots et le bruit des éoliennes qui se mettent à tourner. Le navire ronronne puissamment. Le Commodore s'est placé sur le côté de la coque, en amont des hélices, avec le joueur de trompe. Bien à l'abri, mais parfaitement visible pour nous. Mes chers amis, voici l'heure de vérité. Je vous souhaite bonne chance. Et quoi qu'il arrive, vous aurez droit à notre meilleur vin pour les réjouissances apéritives. Attention, trompetier, première hélice. Un long coup de trompe, piqueté de cris d'encouragement et de sifflets rieurs. Le goth a pris place devant, sans frémir. Il casse son corps rond, cale son pied d'un kick rageur dans la terre et hurle « Serrez !» La première hélice a commencé par hacher l'air, puis très vite, elle se met à ronronner, à vrombir, à ronfler furieusement. La masse d'air qui les arrive en plein corps est comparable à une bonne stèche. Les vêtements claquent en drapeau. Ils tirent sèchement au cou, aux manches et aux tibias. Sous la propulsion, le navire avance un peu, s'éloigne de 2 mètres, puis se recale. Mon épaule droite touche le dos de Golgoth. Mon genou droit est presque emboîté derrière le sien. Ma jambe gauche sort de l'alignement, légèrement, pour protéger Erg et amorcer le triangle. Pietro s'est placé rigoureusement comme moi, en siamois symétrique. Nos appuis sont bons. Le souffle généré par l'hélice est irrégulier, de sorte que nous bougeons un peu sous les salves. Mais ça va. Solide, les gars! Continuez! Les crocs, restez compacts! Deuxième coup de trompe. L'adrénaline est montée d'un cran. Des femmes rient au-dessus de nous. L'hélice centrale s'ébranle, les pales accélèrent. Le vent s'intensifie si vite que je crois tomber comme une quille. Derrière, ça gicle dans la traîne. Sidérante est la vitesse des pales et le son presque aussi féroce que le flot a encaissé. J'ai serré derrière Golgoth et Contresov, aussi près que possible. Erg, Talweg et Firost ont vissé les dos. Leur masse verrouille notre bloc. Le fer est en place. Sensation portante. Mes cuisses, pourtant, tremblent comme des mâts. La déferlante est si puissante, si palpable, qu'elle me plaque les joues dans la bouche. Mon avant-bras, ancré sur le genou, vibre sous la poussée. J'ai mal au mollet, mal à pleurer. Jamais tenir. Je vais lâcher. Il faut tenir, Della Rocca. Tu es prince. Prince. Je tiens. Mes crampons dérapent dans cette terre trop meuble. Le vent s'est stabilisé. Roc. Roc. Derrière, sans voir ni entendre, juste par la traînée rebours, je sais que la moitié du bas losange a été arrachée. Il reste le fer, en entier, et un rang derrière. Rec. Ça gicle de mon côté. Ça gicle de mon côté. À droite, Arval et le fauconnier. Décroché. Troisième coup de trompe. Je ne vois pas comment je vais tenir. Golgoth a juste le temps et le courage de gueuler. Bloc! Bloc! Je mets mon front dans ses fesses. Le quatrième rang saute. Ne reste que le fer. Erg, Talweg, Firost, avec les 3 piliers en été derrière nous. Presque accroupi au sol, nuque posée sur genou d'attaque, Golgoth est écrasé par furent. Ses genoux craquent sous l'énormité de la poussée frontale. Norska,
pas comme ça, Norska. Le vent brûle, les rafales sont presque solides. Je corrige ma position de tête au degré près, sans cesse. Ma nuque durcit, à choc saute de flux, ma cuisse gauche prend un coup de cognée, ça me hache. Gicle, peux plus. Gicle. J'obéis pour sauver Erg, ne pas l'emmener dans ma chute, pour lui laisser la chance de continuer. Je m'expulse hors du fer, le flot me fauche de plein fouet et me projette 5 mètres derrière. Je pars en roulé-boulé dans l'herbe avant d'être bloqué par les crocs regroupés. Et tous ceux qui ont lâché. J'avais honte, mais personne ne s'en soucia. Erg était toujours en ligne, dans la position parfaite de la goutte, avec des appuis monstrueux sur toute la surface cramponnée. Il avait rejoint le Goth. La horde amassée n'avait Dieu que pour ceux qui défendaient encore notre honneur. Ce trio Golgoth, Pietro, Erg, ressoudés, encore debout, à moins de 2 mètres maintenant de la furie ahurissante des pales du navire Fréole. Les 3 hélices fondissaient désormais au plus haut de leur régime. Ils n'avançaient plus maintenant. C'était humainement impossible. Pietro flottait tel un drapeau de peau. Il allait rompre. Il rompit. Il essaya de se coucher au sol, mais le vent le releva comme une plaque et l'envoya valser, touchant au passage Erg et le déséquilibrant de façon fatale. Ne restait que Golgoth. Avec au-dessus de lui cette foule impressionnante de fréoles qui hurlaient sans qu'on les entende et levaient les poings pour l'encourager dans sa folie. Résonna enfin le coup de trompe qui annonçait que c'était fini, que les 3 minutes étaient écoulées et que Golgoth seul avait gagné. Mais fût-ce que si près des hélices, il ne l'entendit pas, qu'il ne voulut pas l'entendre, qu'il était déjà dans son idée, au cœur de la furie de Norska, cramponné à la vie, à la glace, les tibias vissés dans 2 trous de froid. Mais Golgoth, dans un ultime geste de pure rage, décocha un coup de genou, un coup de poing. Genou encore, poing, comme si le vent avait été vivant, humain, membré, debout, face à lui. Et il atteignit l'encadrement de bois de la coque, la cavité où était enfoncée l'hélice centrale, à 1 mètre au-dessus du sol. Et il s'y accrocha, au rebord de bois, à 2 mains. Toute l'herbe derrière lui avait été arrachée par les rafales. Il restait un champ de terre. La peau des joues lui recouvrait les oreilles. Il hurlait. Puis les hélices ralentirent. Les balles roucoulèrent sur leur lancée et doucement s'arrêtèrent. Il y eut une longue plainte de troupe, suivie d'un assourdissant silence. Golgoth chancela, le ventre butant contre la coque, près de s'effondrer. Mais il se releva en s'aidant du rebord et leva la visière de son casque vers le pont où étaient ramassés les fréoles. Quelques applaudissements, timides d'abord, puis ce fut un authentique torrent, une ovation époustouflante de fraîcheur et d'admiration. Le déjeuner se passa sur un nuage. La fierté d'avoir tenu jusqu'à la 3e hélice? Oui, mais plus encore, la sensation intérieure que nous étions de trempe pour Norska. L'après-midi se déroula dans la sérénité. Le soir était prévue une grande fête, encore une, dans la prairie. Erg paraissait soucieux. Il se méfiait de ces ambiances légères, propices aux attaques. Une bonne partie du pack avait passé l'après-midi à faire du char à voile et à piloter des aéroglisseurs. Sov était amoureux, Alm proche de l'être, et Coriolis tenté. Golgoth avait passé 2 heures en soufflerie dans la cale avec Firost. Il me fatiguait parfois. Après avoir interrogé le Commodore, mon impression sur l'homme qui a questionné Firost, au visage en triangle et aux yeux jaunes, se confirme. Il n'appartient pas à l'équipage de l'escadre frêle. Il s'est présenté au contre-amiral lors d'une escale dans un village anodin sous le nom de Silène. Orochi l'a suivi dans la fête. Elle lui a même parlé. Sur un signe, nous sortons discrètement du cercle des torches. Partis en sens opposés, nous décrivons une boucle pour nous retrouver en aval. Un creux de la prairie nous abrite.
Orochi s'assoit en tailleur, très droite, le visage fermé. Une lune, à moitié pleine, métallise les tiges d'herbe. D'un mouvement de tête, elle m'interroge. Le Commodore t'a affranchi. Oui, ce Silène a demandé à faire partie de l'escorte externe du Physalis. Il m'a dit. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ce type a intégré l'escorte? Sharav m'a dit qu'il manquait de pilotes depuis le défilé de Norska. Ils ont perdu 4 Vélichars là-bas. Ils l'ont testé, bien sûr, avant de l'engager. Ils n'ont pas été déçus. À les entendre, il est brillant. Il possède un char à voile unique, un prototype, 4 roues, très compact, assise carrée, avec une voile lisse entièrement orientable, un siège qui pivote à 360 degrés, des lances harpons tendues dans l'axe des 4 roues, grâce à une petite éolienne. Une voile lisse, tu es sûr? Une voile hélice, avec des pales comme des lames très serrées qui forment un triangle à l'arrêt qui se comporte alors comme une toile. Une voile lisse, oui, je n'en ai vu qu'une seule fois, mais je sais ce que c'est. Est-ce que tu sais qu'il existe un seul atelier capable de fabriquer des voiles lisses sur cette terre? Un seul et Et il est à Berlas. à Kerdarban, exactement. Peut-être qu'on sombre dans la paranoïa à Roshi. Il n'y a jamais eu de preuve formelle que les poursuiveurs existent. Dans aucun carnet de contre, sauf me l'a dit des centaines de fois, on me parle de hordes qui se seraient faites poursuivre et détruire, ni de risque à ce titre. Qu'est-ce qui t'a alerté dans son comportement? Pendant que nous parlions, Caracol nous a envoyé des hélicounes, des hiboux, tout un tas de jouets volants, de face, de dos, de côté. J'ai pu en éviter très peu. Lui a tout esquivé, un verre à la main. Impossible de t'expliquer comment. Il a des gestes extrêmement rapides, d'infimes déplacements, du buste, de la nuque, des rotations d'épaules, des demi-pas, je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il a attrapé les jouets? Certains. Et il les a rétro-lancés. Alors? Alors, j'ai rarement vu quelqu'un lancer avec cette sécheresse. Un coup de fouet. Même pas énervé son geste, attention, juste sec. Très très sec. Il a visé qui? Caracol, Vent du ciel. il l'a touché. Vent du ciel. Ça, c'est très mauvais signe. Tu as prévenu Erg? Il l'avait repéré dès notre montée à bord du navire. Il dit connaître son visage. Firost a ensuite invité Silène à boire quelques pots en continuant à lui parler d'Erg, mais cette fois-ci en inventant. Et Erg se prépare. Il pense, 1, qu'il s'agit effectivement d'un poursuiveur. 2, qu'il a peut-être été formé à Kerdarban comme lui, mais par la pragma. Ce serait la pire hypothèse. C'est la pire hypothèse, les amis. Mesdames et messieurs, mes seigneurs de la Horde, je vous demande toute votre attention. Je vous l'avais annoncé au début de la fête et les préparatifs sont maintenant achevés. Nous allons lancer le fameux jeu du flambeau. Je rappelle brièvement les règles pour nos amis de la Horde. Tout autour de la piste de danse sont disposées une quarantaine de torches auxquelles nous allons ajouter discrètement 3 flambeaux. Ils sont reconnaissables à leur flamme bleue. Le signal sera donné au son du siffleur par notre musicien d'honneur, Boscavo Silenfre. À ce signal, les plus rapides d'entre vous pourront se saisir d'un flambeau et le passer à la personne de leur choix, celle à qui il ou elle veut témoigner sa flamme. L'heureux élu a alors 2 possibilités. Soit il passe le flambeau à quelqu'un d'autre, soit il le redonne à celui qui l'a choisi. Et alors le couple qui s'est ainsi trouvé est réuni. Il est escorté tout là-haut, à 20 mètres au-dessus du vide, dans l'un de nos 3 nids volants, équipé pour l'occasion d'un matelas dufteux, de draps neufs et frais, et d'un baldaquin à rideaux de velours qui préservera leur douce intimité. Le jeu se termine lorsque les 3 couples ont été formés. Ne vous révélez pas tout de suite, soyez patients et beaux joueurs, faites circuler le flambeau, amusez-vous, noble hordier. Vous comprendrez vite que ce badinage peut s'avérer beaucoup plus subtil qu'il n'en a l'air. Je me serais, par exemple, placé tout près d'un flambeau, en bord de piste, avec la frénésie fréole des jeunes bouts de feu. J'aurais donné du coude et de la bourrade, gentiment, en guettant de Silenfre le premier coup de manivelle. J'aurais sauté au bon moment, en levant d'un coup de patte le flambeau à son support, sous les acclamations épatées, et je me serais approché de Coriolis, sans honte,
sans chercher à jouer au plus fin, à faire le distancier pour le lui tendre, le premier. Alors elle aurait rougi sous les sifflets. L'attente des frimeurs alentour, elle aurait regardé la flamme crépiter, se franger sous les salles, puis elle me l'aurait rendu, simplement, coupant court la longue chaîne escomptée par les autres, l'interminable circulation des espoirs, et la foule aurait peut-être hué ou applaudi sous l'entorse, ou on aurait levé les yeux vers les nuages pour y voir les ailiers au parapente blanc descendre jusqu'à nous et nous emporter. Vent, que ça tourne vite. Ça tourne et tourne, de main en main, des rires. Personne n'ose redoubler. Coriolis donne un caracole qui la ridiculise et passe à Aoi qui donne un fréole, qui donne un caliroé, qui lance là-haut à Silenfre, qui passe à une hélière, qui le lâche sur un matelot, qui l'offre à une Coriolis blessée, qui le rend... Non, elle n'ose pas encore. Pas devant l'Arcan. Je n'ai pas pu parler à Soph de Silène, il est hors d'état. Il boit. Il se saoule sciemment, reçoit le flambeau d'Aoi. Hagard, il la regarde. Elle lui sourit doucement, avec sa timidité si touchante, son visage s'empourpre. La tension monte. Les désirs s'accumulent, pèsent sur le jeu. On sent que le premier redoublement n'est pas loin, mais il tarde. Au centre, Erg s'est fondu dans la mêlée. Il a vidé quelques verres, histoire de donner le change à un Silène détendu, dont je commence à me demander si je n'ai pas disproportionné le danger qu'il incarne. Les torches placées sur le pourtour s'éteignaient les unes après les autres. L'ambiance se modifiait, plus étrange, moins agitée. Le noir gagnait par tâches. Il faisait d'autant ressortir les trois flambeaux dont le halo bleu circulait. Je ne quittais pas Erg et Silène des yeux. J'avais prévenu Golgoth, qui négociait avec le Commodore une fille de joie pour la soirée. Il lui avait offert la plus belle du navire, une orange. Mais il n'y toucherait pas, pas avant que... Là-bas, le flambeau avait échoué dans les mains d'Erg. Sa carrure s'illumina un instant et il passa aussitôt. Il y eut alors des hurlements. J'eus très peur. Je me précipitai vers la cohue. À nouveau, Erg avait le flambeau en main et il semblait ébahi. La fille à qui il l'avait transmis venait de redoubler. Du ciel, j'aperçus des voiles blanches. Avec quelques précautions, toutefois, lorsqu'ils reconnurent Erg, les ailiers le prirent sous les épaules. Il se laissa faire. Il était impensable d'agir autrement. Une fille aux cheveux roux, dont je ne vis pas le visage, se blottit contre lui. Tous deux furent soulevés vers la première montgolfière rose sous les cuivres d'une fanfare revigorée. Le Commodore annonça. Le premier couple vient d'être formé. Il s'agit, cher malchanceux, du fameux Erg Macaron, combattant protecteur de la Horde, que vous avez pu voir à l'œuvre hier, et Difen Desch, éolière. Souhaitez-leur douce nuit. Là-haut, le ballon qui me faisait rêver était éclairé par 4 lanternes accrochées au mannequin. Quoique insuffisante, cette lumière laissait deviner une sorte de petit nid suspendu où ce vénard d'Erg allait avoir le bonheur de faire l'amour. Au sol, un gars, bizarrement, coupa la corde d'amarrage et le ballon se mit à dériver très légèrement à val, tant les ailes équipées d'hélices de part et d'autre de la cage en osier avaient bien été conçues pour un vol stationnaire. Où est Silène? Il est parti se coucher. Qui t'a dit ça, Firost? Ah, lui, il m'a souhaité bonne nuit. Par les vents vieux. Croyez pas que vous en faites un peu trop. Regardez vos gueules. On dirait que je vous annonce un furement pour demain. Erg est tranquille dans son ballon avec une gonzesse et vous continuez à flipper. Calmos. Erg est en danger de mort. Cheveux roux, teint, châtain, sa vraie couleur. Je la palpe, elle n'a ni arme, ongles propres, rien dessous. Rien dans l'épaisseur des cheveux au toucher, rien à l'odeur non plus. Je me déshabille, je me parle, je dis des trucs faits pour m'exciter, qui m'excitent. Je leur nifle. Ce qu'il faut, ce sont les dents. Contrôlées. Les creuses. La vulve aussi. Un clapet. À Kerderban, à l'épreuve pute, j'ai vu un gars se faire niaque les glandes d'un coup de vagin. Une technique d'Amazone. Elle ouvre ses cuisses, tu la pénètres et clac! Elle serre de tous ses muscles. Un anneau rétractable. Tu peux te vider.
Quelqu'un a coupé la corde en bas. Je peux le sentir à la stabilité du vol. Plus de tension, ça flotte. Elle miaule encore. J'ai balancé ses habits loin, elle est nue, elle se colle pour me caresser. Je lui verrouille les deux mains, elle se débat, elle tente une contreprise, pas maladroite. D'une clé, je la retourne, lui bloque les deux bras et l'attache à la tête du baldaquin. Il y eut un à-coup, vers le bas, je peux le jurer. Quelque chose ou quelqu'un qui a tiré sur la corde traînante, qui grimpe. Un changement de direction. J'entrouvre les rideaux et sors sur la plateforme en osier. Quelqu'un a amplifié la dérive aval. Avec la hauteur, la piste de danse a la taille d'un disque de jet. On s'éloigne. Elle n'a pas envie. Elle simule. Il y a quelque chose qui déconne salement. J'avais prévenu Talweg, Léarch, Steppe et Barbac. Et ce Kouessov qui s'était dégrisé les deux doigts dans la gorge et avait englouti 1 litre d'eau. Golgoth m'avait écouté goguenard. Puis il m'avait dit... Après 25 ans, tu captes toujours pas ton macaron. T'as pourtant fait 4 mois à Kerderban avec lui, tu l'as vu? Y a personne, vivant ou mort, jeune ou vioque, qui soit de son calibre. Que ton gars remonte de Laval, que ce soit un putain de poursuiveur, l'as du char tracté, un tueur, ça fait pas de différence. Erg le couchera. Il faudra peut-être l'aider, il a bu, Il n'a pas bu, Pietro. Il faudra pas l'aider, personne peut. Préviens-moi juste quand il a fini, cabine 9. L'orange m'attend. Au bout d'une centaine de mètres, j'entendis des froissements colportés par le vent dans mon dos. Steppe et Léarch m'accompagnaient. Ils avaient en main leur boomerang de chasse. Barbac à Paris aussi. Une arbalète en bandoulière. 1 kilomètre plus bas, alors que la fanfare n'était plus audible que par bribes, nous atteignîmes l'apron du ballon. Sa corde d'amarrage pendait. En relevant la tête, on se rendit compte que les 4 lanternes avaient été éteintes. Erg, c'est nous! Fuyez! Vastik, Tervelen! Je fis un tour complet sur moi-même, paniqué. De Laval, remonter à une vitesse à peine concevable, impolite. Il y eut une grêle sifflante, tirée du ballon, tirée du sol, puis des déchirements métalliques glacés, des hélices hyper véloces ou des serpes. Je m'étais couché sur le dos. La lune, en forme de faux, apparut entre 2 nuages effilochés et illumina brièvement la plateforme en osier, enfin, ce qu'il en restait. Pas de traces d'Erg. Je n'osais pas me relever. Aucun de nous 4. Barbac était couché sur son arbalète, le front collé à la terre. Il y eut alors une seconde salve qui partit distinctement du sol, puis une riposte du ciel à base de boomerang à double boucle, car le son plongea, s'éleva, replongea. Une chaise en osier tomba dans l'herbe à quelques mètres de nous. À mes côtés, Léarch qui s'était accroupi murmura « Putain !» et je ne pus m'empêcher de m'accroupir à mon tour. À peut-être 50 mètres en aval, il y avait un char qui, au reflet de la lune sur ses armatures, devait être en total métal. Sa forme m'était inconnue, une sorte de tétraèdre surmonté d'une éolienne à lame noire dont la rotation était si rapide qu'on aurait cru un disque. Au centre, il n'y avait pas de pilote et pourtant... Pourtant le char tirait, mécaniquement, à partir d'un gyroscope. Tirait quoi? Impossible à dire, comme des billes. Je levai la tête et là je le vis, le pilote. Il était en vol d'attaque. Un peu au-dessus de la montgolfière, sous un parapente en trapèze très court, une aile noire, qui lui donnait une vivacité en zigzag impressionnante. Les tirs de barrage du char avaient cessé. Il y eut un silence assez épais. Erg était invisible, en tout cas d'où l'on était. La plateforme pendait déchiquetée dans le vide avec le lit à baldaquin vertical qui ne tenait que par sa tête. Le système de stabilisation hors d'état n'empêchait plus le ballon de dériver. Ce qui nous rassura car nous sortions ainsi de la zone de danger immédiat. Silène, ce ne pouvait être que lui, cherchait des angles de tir. Il tribua le baldaquin de carreau par petites touches. Se défrappa. Le rideau tourna. Le lit tourna sur son axe vertical et je sursautais en voyant un corps nu crucifié sur le matelas. La voix d'Erg. C'est elle que tu visais! Pour toute réponse, un déluge de tirs siffla du char. Le ballon, placé dans les écrans, chuta alors cela. Il s'écrasa d'un bloc dans la prairie. Pendant de longues secondes, je scrutais le sol et le ciel, alternativement, pour y voir bouger quelque chose. Et ça avait été tellement rapide. Erg n'avait pas eu le temps. Il n'avait pas pu sortir son aile, s'extraire vif de ce guépier. Au-dessus de lui, Silène décilait dans l'air des 8 nerveux à une dizaine de mètres au zénith du ballon, prêt à tirer, et sa nervosité, sa vigilance extrême
en un sens, me rassurer. Elle impliquait dans mon inconscient qu'Erg pût être encore vivant, qu'aux yeux du poursuiveur, il était presque possible qu'un homme de sa trempe, de son expérience, pût réchapper d'un tel crash, et même que d'une certaine façon, il pouvait encore s'agir d'une ruse de notre combattant, ou... Une minute pour ça. Puis 2. Puis 5. Et rien ne bougeait. 10 minutes. Il est mort. Impossible. Il est forcément mort. Au bout d'un quart d'heure, Silène piqua vers son char, se posa et s'installa aux commandes. Il démarra brusquement, fit 20 mètres dans notre direction et stoppa sa machine. Lorsqu'il se mit à parler, je demeurais cloué. Sauf Stroknis, Stepforis, Léarch Fungler et le remorqueur Barbac. Vous êtes couchés dans l'herbe à 30 mètres de mon char, axe de tir à midi. Répondez-moi ou je fais feu. Comment il sait, bon Dieu, on n'a pas bougé d'un pouce? Rampez, bande de cons, sortez de l'axe. Vous rampez à 2 heures, axe corrigé. Répondez-moi ou j'enclenche le rototir sous 10 secondes. J'attends. 10, 9, 8, 7. Nous sommes là. Sauf Strotnis et les négociations. Stroknis, jetez vos 2 boomerangs et l'arbalète devant vous. Vous êtes hors de combat. Ce combat est placé sous le code de guerre Kerderban. Il s'agit d'un duel, homme à homme. Il doit se dérouler sans escadre et sans aide. Jetez vos armes! Ça m'évitera d'avoir à vous abattre. Je me retournai vers Step et Léarch pour jauger leur réaction, mais ils ne m'avaient pas attendu. Ils lancèrent presque en même temps de toute leur puissance en direction de Silène. Les 2 bouts incurvèrent leur trajectoire et foncèrent sur le poursuiveur. Il ne bougea pas. Il y eut comme un jet de gaz sous haute pression et les bouts rebondirent sur le char. Barbac arma alors l'arbalète et vida un à un ses carreaux. Mais le char avait déjà anticipé, pivoté sur lui-même, et il fonçait sur nous. Silène s'arrêta, descendit du véhicule, s'approcha par bonds furtifs. En 7 secondes, il fut sur Barbac, puis sur Step, puis sur Léarch. Je ne compris pas ce qu'il leur fit, mais ils s'effondrèrent. Quand il arriva sur moi, je ne cherchais même pas à fuir. J'attendis ma mort. Il me tendit la main. Vous êtes le scribe. Silène. Comme je vous l'ai dit, c'est un combat sous le code Kerderban. N'essayez pas d'intervenir, vous m'obligeriez à vous tuer. De quel combat vous parlez? Erg est mort, vous l'avez écrasé au sol. Erg est vivant, Comment vous le savez? je le sais. Il est mort. Je l'ai assez étudié, scribe. En combat aérien, il peut chuter de 30 mètres sans se blesser et surtout sans le montrer. Il est sous la toile du ballon. Il le récupère. Alors vous me donnez votre parole de scribe? Pas d'intervention? Je vous donne ma parole. Alors, les poursuiveurs existent. Les poursuiveurs n'existent pas, Stroknis. Seule existe la poursuite, Qui l'a lancé? Qui la commande? la peur. Votre propre peur, Quelle arme appartenez-vous? le mouvement, la foudre, Vous êtes intouchable alors. en théorie.
plaine, l'arcose nostalgique, la tête dans les nuages. Ce qui m'aurait guidé, outre fuir le corps de Coriolis qu'un matelot avait fait chavirer sous mes yeux. La voix de Caracol. Elle m'avait cueilli sur une salve. Je l'avais cherché et trouvé, ce petit feu, justement, autour duquel lui et un homme intense, tanné et barbu se tenaient en tailleur. Je sentis à leur regard que ma présence n'était pas spécialement la bienvenue. Ils m'acceptèrent, nonobstant, sans pour autant couper une conversation dont le ton, inhabituellement sérieux, sinon grave chez Caracol, m'intrigua sur le champ. Longtemps, je me suis fait de la vie, ainsi que toi, l'Erdogan, une exigence de parcours. Rien ne fut donc plus précieux pour moi que les voyages, puisqu'ils avaient potentiellement cette force, celle de faire jaillir le neuf, le virginal des filles, l'inouï, m'offrir plus que l'univers humain, le divers. Pendant des années, je me suis abreuvé de différences. Puis, progressivement, j'ai senti que ma fraîcheur déclinait. À mesure des rencontres, bien sûr, dont rares devenaient celles qui me touchaient au vif, mais en vertu aussi, et plus intimement, de ce sentiment que les bons hors de moi, qui avaient si longtemps fait mon charme, disons-le, s'atrophiaient. Et qu'au fond, à ceux que je croisais, je demandais de m'émerveiller, tandis que moi, passif, en attente, tel un poussat de fat engeance, j'avais perdu jusqu'à la soif du divers. J'étais un nomade, certes, et toujours, mais dans mon esprit, je ne voyageais plus. Ce qui va te paraître étrange, c'est que je n'ai commencé à comprendre le vent qu'en entrant dans la horde. Pas qu'ils sachent mieux que nous, les fréoles, ce qu'est le vent. L'argot te le dirait. Ils en ont une connaissance technique très bouffonne, empirique. Ils sont foutrement incapables de tirer un honnête parti d'une éolienne. Ils n'ont pas la moindre idée de la vitesse que peut atteindre un char volant. Et pourtant, ils contrent au sol comme personne, au point de rivaliser avec des animaux comme le gorse. J'étais amusé au début par leur approche rustaude. Puis, j'ai commencé à contrer avec eux, des jours et des jours, vent dans la gueule. Et j'ai appris ce que je croyais déjà savoir, l'Erdogan, par la lenteur, la masse, la pâte épaisse du vent. La horde a toujours eu un autre rapport au vent. Le duel a commencé. Il est sous code Kerderban. Le Veld est balayé par un vent forcissant. Par moments, la lune pleine sort entre les nuages. On y voit alors suffisamment pour deviner creux et bosses de la haute prairie. Elle a une couleur argentée. Erg surgit brusquement du tas de tissu qui a été une montgolfière. Silène est resté dans son char. Il tire aussitôt au lance-harpon en faisant valser son char. 1, 2, 3, 4, les harpons, flèches, claquent, puis se réenroulent dans un bruit de rotor. Erg n'a pas été touché. Il n'a pas cherché à riposter non plus. Pas du sol. Je me sens parfois comme un perleur dans un village de montagne. J'essaie de mettre ma conscience en travers de la brume qui passe, comme eux, leur grillage de fer. Je prie pour que des gouttes d'eau se forment sur le métal, et après, j'essaie de secouer la grille, doucement, afin que ça glisse dans le chéneau. Je voudrais condenser ces instants qui bruinent, conserver, tout en restant disponible à ce qui arrive, ne cesse d'arriver. J'ai du mal à faire circuler la vie en moi sans qu'elle s'échappe, par le trou de l'oreille ou par le trou du cul. Elle ne s'échappe pas. Rien ne s'échappe en fait. Tu possèdes à chaque instant la totalité de ton passé. Il s'accumule et se recompacte en permanence. Sinon tu serais déjà fou. Ta vision de la mémoire est contaminée par le sens commun, troubadour. La mémoire n'est pas une faculté qui pourrait ou non s'exercer. Nous retenons tous, absolument tout.
Ce qui fait la différence, c'est la capacité d'oublier. Mais justement, j'oublie tout. On ne se refait pas, Troubadour. Non, mais on se fait. Je dirais surtout qu'on se fuit. On ne se fait qu'en se fuyant. Et c'est l'oubli qui permet et opère cette fuite, l'oubli actif de cette mémoire inexorable qui nous fait. Il faut apprendre à décamper. Ça y est, Erg a sorti son parapente de combat, une aile très courte, celle conçue par Orochi pour ne pas dériver, même sous stèche. Il a fixé sous ses pieds 2 hélices horizontales. Il s'élève rapidement, dos au vent, et plie ses genoux en vol. Le flux entraîne les hélices. Elles lui serviront à la fois de propulsion courte pour les mouvements d'esquive et de bouclier. Silène n'a cessé de bouger. Son char effleure l'herbe, saccade, se décale par saute. Des tirs partent, lance-harpon encore, trop court, suivi de salves, grenailles ou cailloux qui jaillissent d'une unité de tube. Erg est manifestement pris de vitesse. Il ne parvient pas à riposter, tout juste à éviter les frappes qui sifflent. La cadence impressionnante cherche à le pousser à la faute. Est-ce que tu me trouves aussi rapide? Autant en mouvement qu'avant. Ce sont 2 questions différentes, si je puis me permettre. C'est un peu comme pour la notation des vents ou le nœud d'un combat. La vitesse peut être quantitativement très élevée, elle ne sera pas pour autant rapide. Inversement, le mouvement peut être remarquablement lent, voire quasi immobile, et pourtant s'avérer fulgurant. Ah, je ne comprends pas. Il y aurait comme 3 dimensions de la vitesse qui sont aussi celles de la vie ou du vent. La première est banale, elle consiste à considérer comme rapide ce qui se déplace vite. Cette vitesse-là est celle des véhicules, des jets d'hélice, d'un slamino. Elle est quantitative, relative à des coordonnées dans l'espace et dans le temps. Elle opère dans un univers supposé continu. Appelons-la cette vitesse relative rapidité. La seconde dimension de la vitesse, c'est le mouvement tel qu'il se déploie chez un maître foudre de la trempe d'un silène, justement. Ça se déroulait un peu plus mal pour Erg. Vacillait dans le ciel depuis plus d'un quart d'heure, héron perdu qu'un chasseur se serait amusé à affoler de tirs. Au sol, le char de Silène n'aurait pas le constat vivacité à peine croyable, de monter à une dizaine de mètres, frappe, intercalé air, dans les salves ininterrompues que crachait le pays. Contrairement à Pietro, je n'avais jamais vu combattre un maître foudre. Ce que je découvrais était très au-delà des récits qu'on m'en avait rapportés. Pour la première fois, je pris conscience qu'Erg Et au fil des minutes monta en moi, cran après cran, une espèce de terreur face au déchaînement polymorphe de la machine de guerre du poursuiveur. Je m'identifiais à Erg et j'étais débordé par Silène. Noyé de coups, d'écarts, de ruées, qui ne suivait aucune figure, qui coupait les angles, rendant impossible à moindre anticipation, le moindre espoir de le toucher. jamais aussi peut-être tant admiré Erg que dans cette situation-là. Non pas pour son stratégie privée, suicidaire, mais pour son courage face au strik glacial des hélices, face à la stridence insupportable des cerfs. Car le son seul donnait une idée de la vitesse des jeux. Scandait la férocité du combat. J'avais déjà lancé les hélices dans les yeux, je savais aussi comment ça faisait. Mais là, c'était inhumain. Ça montait à l'extrême limite de l'aigu. Il se pose, il va se faire laminer. Facile de flippe ça en ce moment, Pietro. Taisez-vous, Erg. Suivre la seule stratégie possible face à un guerrier du mouvement et combiner le charme de ses munitions. S'il combat au sol, Silène va carler les 2 dimensions comme un allié. Erg ne pourra pas se porter sur une case sans être abattu. Barnac, c'est Bombert. Je levais la tête et une douzaine de ballons noirs. C'est le du char. Je ne
réalisais pas, c'était pas un très bien qu'au village de Tétro. Je sais que c'était grave. Erg réagit superbement à l'arbalète méca. Il toucha à plus de 100 mètres de ballon en train de décoller du char. Sur le coup, je crus que c'était fini. Le char s'est projeté en l'air par le souffle de la double explosion et est parti en tonneau. Au même moment, éclataient des feux d'artifice à 1 kilomètre de là. Il est tellement mort, les gars, que son âme monte dans le ciel. Regardez-les, bande de blaireaux. Silène s'est expulsé du char. Son aile noire se mêle au bombert qui flotte à 10 ou 15 mètres au-dessus de la côte. Il y en a une dizaine. Erg mène bien son combat. Il laisse Silène attaquer. Silène gâcher les munitions. Silène bouger pour apprendre comment il bouge. Parce qu'il se déplace selon des techniques, selon des rythmes acquis, selon des règles. Pour les néophytes, un être football reste totalement imprévisible. Le génie spontané. Peu de gens savent que le sens de la fuite chez un être humain est biologique, donc anticipable. Donc que l'arme du mouvement a élaboré conceptuellement des trajectoires de fuite, des séries d'écarts, des trajets complexes de fluides qui s'apprennent. Il y a une grammaire, il existe une syntaxe du mouvement, comme pour le vent. Bien sûr, au plus haut niveau de l'histoire, inenseignable d'improvisation, mais avec de l'expérience, c'est peu de connaissances. C'est un parcours qui reviennent et les prévoit. Le vif n'est pas relatif à un espace ou à une durée. Il n'opère pas un pli ou une déchirure dans un tissu préexistant comme l'opère le mouvement. Il est le surgissement absolu. Il amène dans un vent, dans une vie, dans une pensée, le plus petit écart. Un minuscule apport, à peine un grain, et tout explose. Il faut comprendre que le mu n'est rupture qu'en apparence, rupture pour une perception humaine forcément limitée. En toute rigueur, il demeure une transformation continue. Le vif, c'est autre chose. Le vif, c'est ce qui t'a fait, c'est l'étoffe dont sont tissées tes chairs caracoles. C'est la différence pure. L'irruption, la frasque. Quand le vif jaillit quelque chose, enfin, se passe. Pendant quelques minutes, ni Silène ni Erg ne tentent le moindre flou. Ils volent autour des bombères en se jaugeant. Erg a fixé 2 hélices sur ses avant-bras, dans l'encoche de son armure, jusqu'en dessous. Il est en repos. Il vole, bras croisés face au vent et grâce les bras en croix sous le vent, afin de maintenir ses hélices en rotation. La nuit brille et s'éteint selon les nuages. Les bombères sont dotés avec une fumée, ils sont remplis de grenailles. Une seule frappe peut déclencher une explosion en chaîne. Peut-être pas. Soudain, Silène décroche et plonge au sol. Deux hélices. La première siffle sur une trajectoire circulaire. Elle vise la masse des ballons. La seconde est un tir à quadruple boucle sur Erg. La seconde est un tir à quadruple boucle sur Erg qui l'oblige à se décaler vers les ballons. Pied au sol, Silène vient de surlancer une troisième hélice. Un jet prodigieux qui tranche sur cette trajectoire la plupart des corps de l'Est. Les ballons du haut montent au niveau d'Erg, qui a tenté une pointe illustrée vers la lune. Ils explosent, poussent sur coup, irradiant dans l'espace une mêle de métal. Erg part instantanément des cartouches, pieds et bras, en se mettant en boule. Sa voix les cible de plus. Il perd sérieusement de l'altitude. Dans son aile de secours, remonte un peu, sous son pied, 5 mètres à peine. Une série de bombères éclate à leur aîné. Il part encore comme il peut. Sous une minuscule de plomb qui déchire son aile et son armure. Je n'osais plus regarder Erg, savoir si, au bout de ce parapente en lambeaux, pendait encore un homme ou un sac de viande éventré. Les bombes avaient explosé comme des lunes noires. Il est vivant. Effectivement, entre 2 méduses, une aile, oscillant, bord sur bord très dangereusement, se faufila.
Erg effleura les ballons et les repoussa avec les dessus vers le bas. Ils allaient toucher le sol quand il les fit exploser d'un carreau d'arbalète. En vain, Silène jaillit d'un bond porté à 15 mètres de haut et il vola effrontément sur Erg, se plaçant en vol tremblé à moins de 20 mètres de lui. L'échange de tirs toucha à ce moment-là à la flûte de Erg. On y comprit absolument tout. Sauf qu'au fracas métallique des parades succéda le silence, le pur bruit des ailes menées à leur limite. Lorsque la lune revint, nous comprîmes qu'aucun des deux n'avait plus de munitions. Le combat se déroulait maintenant à une trentaine de mètres au-dessus du vide, elle contre elle, à main nue pour Silène, avec 4 hélices tordues pour Erg. Ce qui constitue un avantage. Un avantage, s'il n'avait eu en face de lui le plus déroutant ailier qu'ait jamais enfanté la bande des contes. De l'avis des spécialistes, Erg Macaon était unanimement considéré comme un as du parapente, membre redouté de l'élite, imprenable, en vol. Toute la horde l'admirait à ce titre et personne n'aurait pu imaginer. Enfin bref. Il avait trouvé un adversaire dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était à sa hauteur. Et la première passe d'Erg, une torche ultra rapide suivie d'un saut ascendant. Tête en bas, pied projeté, hélice à bloc, il fut clair, à la sobriété hallucinante de sa parade que Silène anticipait en seigneur. Le fouet d'Erg passa peut-être à 20 cm de la nuque du poursuiveur et le souffle de l'hélice lui caressait le visage, mais il ne jugea pas nécessaire de se dégager plus nettement. Face à chacun des 3 assauts qui suivirent, Silène observa une immobilité glaçante. Il resta fixe dans le ciel. Attendit, esquiva d'un écart. Se replaça. Après un L rollo de clapot, un pilier droit et ce que Pietro me commenta, éberlué comme une sorte de triple slaba grab à syncope, Erg s'arrêta à son tour. Débutant vous dira à quel point le vol stationnaire sous Slamino est une impossibilité. Ils restèrent donc ainsi, immobiles dans le ciel, comme debout sur un plancher de nuit, à se regarder. J'aime pas ça! Il sait plus quoi faire, il a usé toutes ses passes. Il est en train de se faire piéger! Il domine plus rien depuis le début, les gars. Cette fois-ci, ils nous ont envoyé le vent même. Ce type est pas humain. Et alors, Ce fut unique. La passe de Silène ne dura pas 15 secondes, mais elle allait tracer en moi un glyphe éblouissant dont ma compréhension du mu restera à jamais redevable. tout partit d'un plané latéral presque nonchalant, puis ce fut littéralement dingue. Silène décrocha brutalement de 30 mètres, toucha le sol, rebondit à 40 mètres et entama une torche longue, rythmée de déplis foudroyants, de zigzags secs d'à-coups, frasques, et d'un jeu si chaotique de vrilles et de spasmes pendulaires qu'il était à peine concevable que l'aile ne se déchira pas. Puis, tout entra en décalé, vif écart bref, l'altitude, la vitesse, virement de port, la cadence, au mépris de toute continuité naturelle. Ce fut fou, magnifique, alternant l'infime et l'immense, la lenteur et la foudre, l'obtus, l'aigu, le courbe, la hache et la serpe. Ça ne ressemblait à rien, ni à personne. C'était une syntaxe inouïe du mouvement. Quelque chose qu'aucun oiseau, nul vent n'atteindrait jamais parce qu'il plie ouvert, flécha et il toucha. De la tranche du pied. La frappe de Silène fractura le nez d'Erg, dont l'aile vacilla sous le choc frontal. Il m'avait eu. Comment avait-il pu? Ni le... Silène attaqua une seconde passe, tout en angle, très hachée, que notre combattant éloigna d'un soleil arrière. Caracol, tu n'es plus aussi rapide, ni dans tes gestes, ni dans ta pensée. Tu ne passes plus d'une idée à la suivante, d'une blague à une farce avec le même brio qu'autrefois. Parce que tu deviens humain aux fibres.
Parce que tu t'attaches aux êtres. Parce que tu découvres progressivement le lien et que le lien architecture est ralenti. Parce que tu es en train d'atterrir et d'acquérir une mémoire derrière ta conscience pure, ton accueil absolu du présent. Ça crée une complexité en toi, des comparaisons inconscientes d'événements, des allers-retours infimes. Tu prends de la consistance sur ta dispersion naturelle. Tu coagules, comme tu le dis toi-même. Et sur le mouvement. Tu n'as jamais été autant en mouvement, intimement, j'entends. Tu crées réellement aujourd'hui, tu ne contentes plus d'enfiler les trouvailles comme des perles, de rebondir sur une phrase, une couleur, un cri du public. Tu déploies du ventre ta propre matrice. Les changements d'état, tes bifurcations affectives ou ludiques commencent à être véritablement actives. On sent. Tu improvises du dedans. Erg enchaîne 3 loopings arrière. Il monte ensuite à la verticale. Il va se perdre parmi les nuages effilochés qui voilent la lune. Il n'a pas forcément une broyée, même si le prix a été cruel. Silène le suit, zig, ligne brisée, zag, insaisissable et lisse. Au loin, la tête réelle va toujours si bien. Les fibres ne parviennent encore. Je rassure. Il faut qu'Erg utilise une de ses hélices. Il est gravement débordé par Silène au corps à corps. Il doit le ramener sur son propre terrain. Le jet. Et s'il n'y parvient pas, il faudra jouer la nullité du combat, le pacte, tenir jusqu'à l'aube. J'ai peur. On l'a tellement vu supérieur, notre combattant, tellement vu gagner, si facilement, si vite. On le croyait imbattable. Il a profité de l'altitude d'air pour tirer vers son char. Il en est fait un bâton de 2 mètres prolongé et tenu par 3 flammes profilées que le vent soutienne. Des corrigés. Il y a des plus dans l'ordre même qui est trop, au plus haut niveau. Des gens ont trahi ce système qui veulent précisément éliminer votre territoire, qui ne veulent pas que notre arme aille au bout. S'il manie ça comme son aile, c'est la fin. Erg s'est rapproché. Il a décrampé ses 2 hélices empêchées dans la rue. Il les tient à la main. Il jauge le vent. Il jette. Silène fixe son bâton en travers du dos. Il décolle. Les hélices tombent de position. Ravière se remonte. Seconde. Les hélices tombent de position. Ravière. Et remonte. Seconde boucle. Elles reviennent sur lui. Il les attend. Prend son bâton. Et schling. Sans geste habile à revenir sur Erg qui l'évite de justesse. Anxieux, nous regardons les hélices se perdre dans la prairie. Silène enchaîne illico. Il bondit sur Erg, bâton en main, et tente les stocks. Erg se tord, escamote et riposte d'un coup de pied élissé. Ils sont à présent à 1 mètre l'un de l'autre, au corps à corps, et à 20 au-dessus de nous. La violence et la rapidité des coups nous rendent muets d'effroi. Silène multiplie les voltes et les frappes. Son bâton foudroie, cogne, ergue, passe les avant-bras, des cuisses, des pieds sur métal contre métal, tranchant contre tranchant, du sang gicle en gouttelettes sur nous. Mon Dieu! La furie du combat est absolue. Tout l'enseignement de cette verbale y passe, et au-delà. Botte contre botte, parade, écart, pistote, frappe, à coups de genoux, de coude, à coups de tête. Putain, elle s'ensoigne le bâton. Silène ne lâche pas. Elle répond les crochets latéraux du pied. Silène danse et s'écarte. Il masse strictement le bâton et jaillit sur la voile d'Erg. Sans geste, il tranche le totalité des suspens. Erg chute à pic. Il va se crever sur nous. Nous nous jetons sur le côté. Dans les réflexes, il accrocha du bout du bâton sa toile et, se servant de sa vitesse de chute, fit monter en rotation les hélices de ses pieds. À 5 mètres du sol, un coup de rein, bascula, pied en l'air, jambes écartées, tout bas au ralenti, grâce aux hélices. Sur le matelas de toile qui pendait. Roulé, il récupéra le bâton, se releva et attendit Silène. Il se trouvait à quelques pas de moi quand il me jeta. Écartez-toi, Somme! Sortez de la scène de combat, examinez le terrain! Quoi? Écartez-vous! Personnel! Je n'avais jamais adoré Erg de Macaron, je l'avais toujours trouvé d'une compagnie sinistre et un peu trop sujet à la paranoïa. À cet instant-là, je le vis comme j'aurais toujours dû le voir, un homme seul qui avait gagné sa vie à le protéger. Il était couvert de sang, le sien
de l'autre, au visage, le nez éclaté, le long du cou, sur les bras. Il avait un doigt tranché qui pendait dans sa main et je ne suis même pas sûr qu'il s'en rendait compte. Et nous, debout, hagards, spectateurs complètement débordés, complètement impuissants, nous ne pouvions ni l'encourager, ni l'aider, juste prier. Juste y croire. Je le vis respirer, vérifier ses appuis, suivre Silène des yeux, l'attendre. Le poursuiveur avait plongé sur l'hélice perdue et d'un jet droit l'expédia sur Erg. Il tendit les bras. L'hélice s'enficha au centre du bâton qui cassa. Aussitôt, il se précipita vers le char pour couper les ressources du poursuiveur, mais Silène, encore une fois, fut plus vif. Au passage, nous vîmes qu'il avait un carreau d'arbalète dans la hanche, qu'il brisa à ras, sans le retirer. À la façon d'une mauvaise malle de magie noire, un énième ballon, échauffé, enfla du char et monta au-dessus de nous. Reculez la horde, reculez! On recula. Le ballon creva mollement sur la tour de Silène et une flopée de galettes claires tombèrent en feuilles mortes dans la pluie. Barbac, qui était avec Firost, le meilleur ami d'Erg, ne put s'empêcher d'approcher. N'y touche pas, Barbac! Reviens! Il s'effondra dans l'herbe. Silène ne bougea pas. Silence de mort. Affolé, Barbac se précipita sans réfléchir vers notre combattant protecteur et nous n'entendit alors la voix d'Erg hurler « Non! Laisse !» Trop tard. Barbac venait de marcher par mégarde sur une des galettes remplies à l'air comprimé et bourrées de tessons. La mine explosa, lui déchirant les deux jambes.